L'histoire de mon fils plongé dans le coma est une chose que je ne pourrai jamais effacer de ma mémoire. Dans le service de réanimation, mon mari a froidement exigé le divorce pour partir en voyage avec sa maîtresse. 3 jours plus tard, l'hôpital a révélé une vérité qui a fait s'effondrer toute la famille. Mon fils était allongé là, au milieu d'un enchevêtrement de tubes blancs et du bip rythmique et glaçant du respirateur artificiel. Pendant ce temps, mon mari se tenait dans le couloir de l'hôpital de la Pitié, salpêtrière à Paris, main dans la main, avec sa maîtresse, pour me jeter les papiers du divorce au visage. Il a dit que les billets pour leur voyage à Bora Bora étaient réservés depuis longtemps et qu'il ne pouvait pas permettre qu'un enfant endormi gâche le plaisir de sa magnifique compagne. Mais Béranger n'imaginait pas que 3 jours plus tard seulement, alors qu'il profitait du paradis à l'autre bout du monde, un appel de l'hôpital réduirait toute son arrogance en cendres. La vérité sur la chair de sa chair qu'il avait reniée allait entraîner toute la famille dans la secousse la plus terrifiante de leur vie. Je vous invite à suivre mon histoire. L'odeur de désinfectant dans l'unité de soins intensifs à l'Aube restera à jamais ma plus grande obsession. Cette odeur âcre qui s'infiltrait dans chaque fibre de vêtement, cette blouse d'hôpital, qui vous donne l'impression que la frontière entre la vie et la mort est aussi fragile qu'une toile d'araignée. Je m'assis sur le carrelage glacial, le dos appuyé contre le mur immaculé, les yeux gonflés d'avoir pleuré sans cesse pendant 12 heures derrière cette porte vitrée. Cyrian, mon fils de 6 ans, restait allongé et immobile. Son petit visage pâle se détachait au milieu de tout cet équipement moderne. Soudain, le bruit de pas assurés résonna dans le couloir désert. Je levai la tête avec l'espoir que ce soit Béranger, espérant qu'il ait enfin un peu de conscience pour venir voir notre fils. Mais non. Béranger apparut dans un costume impeccable, avec son habituel sourire en coin, et à ses côtés se tenait Olympe. Elle portait une robe rouge ajustée, un sac Hermès à la main, et posa sur moi des yeux perçants, me regardant comme si j'étais un tas d'ordures, encombrant son chemin. « Signe ici, Apolline. Je n'ai pas beaucoup de temps. » Béranger jeta une liasse de documents sur mes genoux. C'était un projet de convention de divorce par consentement mutuel rédigé entièrement en sa faveur et une procuration notariée lui permettant de vendre notre belle meulière du Vésinet sans ma présence. Je regardais Béranger, l'homme qui m'avait juré un amour éternel au cours des 8 dernières années, devenu un étranger terrifiant. Béranger Cyriane ne s'est pas encore réveillé. Le médecin dit qu'il est dans la phase la plus critique. Tu es son père. Comment peux-tu faire ça en ce moment précis? Je te l'ai déjà dit. Nous deux, c'est fini depuis longtemps. Que cet enfant se réveille ou non ne changera pas le fait que je veux épouser Olympe. Regarde-toi décharnée négligée assise par terre. Tu ne sers qu'à faire honte à ma famille. Apolline, s'il te plaît, n'utilise pas le petit pour retenir Béranger, intervint Olympe d'une voix mielleuse. Pauvre bout de chou, mais nous qui sommes vivants, devons continuer à vivre. Nous avons déjà acheté le séjour pour Bora Bora. Nous décollons ce soir de Roissy. Signe pour te soulager de ce poids. Béranger a déjà payé les meilleurs spécialistes privés pour qu'ils l'examinent aujourd'hui. C'est plus qu'humanitaire, tu ne trouves pas? Je bondis sur mes pieds, les mains tremblantes de rage. L'humiliation et la rancœur formaient un nœud amer dans ma gorge. Mon fils luttait encore entre la vie et la mort, et il parlait déjà d'humanité pour avoir payé un jour d'hôpital avant de partir s'amuser ensemble. « Sors d'ici, ce sont les affaires de ma famille », lui criai-je avant de regarder mon mari. « Béranger, veux-tu vraiment abandonner ton fils en ce moment? Te reste-t-il encore une once d'humanité de sens de la famille? Depuis le moment où tu as laissé mon fils tomber du 2e étage à mes yeux et à ceux de ma gérée. Mère, tu n'as plus le droit de faire partie de cette famille. Signe et je te laisserai garder la vieille maison de tes parents dans le Morvan, comme un ultime geste de pitié. Si tu t'entêtes, j'annulerai tes cartes de crédit et je refuserai de payer la clinique de rééducation privée dont l'enfant aura besoin s'il se réveille. Ne m'accuse pas d'être impitoyable après. C'est ça, Apolline, ajouta Olympe. Quand Béranger se met en colère, personne ne peut l'arrêter. De plus, si tu signes vite, il sera de bonne humeur pour te laisser un petit capital de survie. Si tu attends d'aller devant le juge aux affaires familiales, tu te retrouveras sans rien, je te l'assure. Je regardai Olympe dans les yeux et j'y vis clairement sa victoire et son avidité. Je compris qu'elle avait susurré suffisamment de poison à Béranger pour qu'il fasse un virage à 180 degrés.
Béranger avait toujours été un homme machiste soucieux des apparences. Il avait suffi qu'Olympe sème habilement quelques doutes pour qu'il soit prêt à tout piétiner. D'accord, je vais signer. Mais retiens bien ceci. Aujourd'hui, tu tournes le dos à ton fils et à l'avenir. Même si tu te mets à genoux pour supplier, je ne le laisserai jamais reconnaître un père comme toi. Inquiète-toi d'abord pour toi-même. Allons-y, Olympe. Il est presque l'heure d'aller à l'aéroport. Ils se retournèrent. Le bruit des talons aiguilles d'Olympe, frappant le sol, résonna comme des coups de poignard dans mon cœur. Je pris un stylo et signai les papiers, mes larmes brouillant l'encre. À cet instant, je me sentis complètement vide. 8 années de jeunesse de sueur et de larmes pour l'aider à bâtir sa carrière, pour finalement recevoir une trahison aussi éhontée. Je me tournai vers la porte de la salle de réanimation et posai ma main sur la vitre glacée. « Cyrian, tu dois te réveiller. Maman n'a plus que toi. Ne me laisse pas seule parmi ces monstres au sang froid. » Les machines à l'intérieur continuaient de biper de façon monotone, sans donner de réponse. Le couloir de l'hôpital replongea dans un silence de mort. Je m'assis, enlaçant mes propres épaules tremblantes. Environ 2 heures plus tard, ma belle-mère, Madame Clotilde, arriva. Elle n'était pas seule, mais accompagnée de 2 tantes paternelles. Dès qu'elle me vit, elle ne me demanda pas une seule fois des nouvelles de l'état de Cyrian, mais scruta immédiatement le document que je tenais à la main. « Apolline, as-tu déjà signé? Béranger vient de m'appeler pour me dire que tu as accepté. » Oui, il m'a forcé à signer juste devant la porte des soins intensifs de Cyrian. Forcé? Quelle bêtise! Il doit penser à son avenir. S'il s'accroche à toi et supporte le fardeau d'un enfant cloué au lit, même une montagne d'argent ne suffirait pas. Je te le dis franchement, ne lui en veux pas. Un homme a besoin d'une femme qui lui porte chance. Depuis que tu t'es marié et que tu es entré dans cette famille, il n'y a eu que des tempêtes. Comment pouvez-vous dire ça? Madame Clotilde Cyrian est votre petit-fils. Mon petit-fils, oui, mais un petit-fils doit être en bonne santé, courir et sauter. Un enfant alité attendant la mort n'est rien d'autre qu'un fardeau. Enfin bref, fais tes valises. Béranger compte mettre la maison du Vésinet au nom d'Olympe. Cette maison sera leur cadeau de mariage. Mes oreilles se mirent à bourdonner. Cette meulière avait été achetée avec la moitié de l'argent que mes parents m'avaient donné, plus ce que j'avais économisé pendant des années en travaillant comme comptable. Et maintenant, par la bouche de ma belle-mère, elle devenait magiquement la propriété de la maîtresse. Cette cruauté avait dépassé ma limite de tolérance. Je regardais Madame Clotilde et pour la première fois de ma vie, mon regard ne trahissait aucune soumission, mais une détermination glaciale. Dites à Béranger que je ne quitterai pas cette maison tant qu'il n'y aura pas de jugement définitif du tribunal. Et Cyrian non plus. Quoi qu'il arrive, il fait toujours partie de cette famille. Ne croyez pas que vous pourrez vous laver les mains si facilement. Madame Clotilde s'apprêtait à crier et à me maudire, mais c'est à ce moment-là que le chef de service sortit. Son visage était grave et il me regarda avec une certaine compassion. « Madame Apolline, passez dans mon bureau, s'il vous plaît. Nous venons de recevoir les résultats des analyses de sang complémentaires et nous avons de nouvelles découvertes sur l'état du petit Cyrian. » Mon cœur se serra. Je suivis rapidement le médecin, ignorant les murmures méprisants de ma belle-mère dans mon dos. Dans le petit bureau imprégné de l'odeur de papier, le docteur Vasseur posa un épais dossier sur la table, me fixa longuement, puis parla avec lenteur. « Il y a une vérité dont je dois discuter en privé avec vous avant de l'annoncer à la famille. Cela changera complètement la façon dont tout le monde perçoit l'accident du petit Cyrian. » Je retins mon souffle, les mains croisées sous la table. Quelle vérité! Pourquoi le médecin semblait-il si tendu? Et pourquoi cette vérité était-elle liée au fait que Béranger soit à Bora Bora? Je n'imaginais pas que ce que j'allais entendre serait le début d'une vengeance spectaculaire qui obligerait les traîtres à payer avec leur honneur et même avec leur vie. Le docteur Vasseur ajusta ses lunettes et baissa la voix, rendant l'atmosphère de la pièce encore plus lourde. Il passa à la dernière page du dossier, où figuraient des graphiques de chromatographie et un tableau d'analyse chimique du sang. « Madame Apolline, nous avons trouvé des résidus d'un sédatif à haute dose dans le sang du petit Cyrian. Ce médicament ne fait pas partie du protocole de traitement de l'hôpital et ne pourrait pas non plus apparaître dans le corps d'un enfant de 6 ans suite à une ingestion normale d'aliments. À moins
que ce ne soit prémédité. Je restais stupéfaite. La tête me tournait. Des sédatifs. Que voulait dire le médecin? Cela signifiait que Cyrian ne s'était pas penché par hasard, parce qu'il était hyperactif. Avant l'accident, l'enfant avait été sous l'influence d'un médicament qui avait temporairement paralysé son système nerveux et lui avait fait perdre totalement l'équilibre. C'était la raison pour laquelle, en tombant de cette hauteur, l'enfant n'avait eu aucun réflexe naturel de protection. Un frisson glacial me parcourut le dos. Je me souvins de cet après-midi-là. Béranger avait dit qu'il était retenu sur un grand chantier et avait demandé à Olympe d'aller chercher Cyrian plus tôt à l'école maternelle pour aller manger une glace. Quand je suis rentrée du travail, je n'ai vu que Cyrian étendu inerte sur le pavé de la cour. Olympe pleurait paniquée, disant que l'enfant avait été turbulent et avait grimpé sur la rambarde. Est-ce que c'était eux? Calmez-vous, nous avons également découvert quelque chose de très important. Regardez les résultats de ces tests ADN et de groupes sanguins. Je regardais le papier que le médecin me tendait. Les symboles techniques étaient clairs, et quand j'en compris le sens, j'eus l'impression que le sol s'ouvrait sous mes pieds. Cette vérité était trop terrifiante. Il ne s'agissait pas seulement d'une tentative d'assassinat, mais d'une trahison à de multiples niveaux que je n'aurais jamais pu imaginer. Le médecin poursuivit, sa voix empreinte d'une indignation contenue. Cela ne peut plus être caché. Dans 3 jours, lorsque nous aurons les résultats officiels de l'Institut médico-légal, nous préviendrons la police judiciaire. Mais vous devez vous préparer mentalement, car la personne qui doit voir cela en ce moment, ce n'est pas nous, c'est quelqu'un qui détient l'ultime clé de cette affaire. Je me levai en tremblant. Dans ma tête seule résonnaient les paroles du médecin. 3 jours. Exactement dans 3 jours, Béranger reviendrait de Bora Bora, et ce serait le moment où je l'enverrais à la place qu'il méritait. Mais je devais d'abord rassembler mes preuves. En sortant du bureau du médecin, je vis que le ciel de Paris était gris, mais en moi commençait à brûler une flamme de haine et de vengeance. Je sortis du cabinet du docteur Vasseur, les jambes lourdes comme du plomb, mais l'esprit d'une lucidité terrifiante. Les chiffres du rapport de laboratoire, les indicateurs du sédatif à haute dose, ne cessaient de tourner dans ma tête. Le long du couloir, la pâle lumière des néons se reflétait sur le carrelage. Je m'arrêtais devant une grande fenêtre et regardais le trafic dense sur les boulevards parisiens. 8 ans auparavant, j'avais contemplé cette ville, mais avec des yeux pleins d'espoir, la main entrelacée dans celle de Béranger, croyant aveuglément en un avenir heureux pour nous deux. Et pourtant, cet avenir s'était transformé en une boue noire, enterrant ma jeunesse et manquant de peu d'arracher la vie de mon petit garçon. À l'époque, Berenguer n'était qu'un modeste chef de chantier qui gagnait un salaire misérable luttant pour survivre dans cette ville. Nous louions un petit appartement mal isolé à Bobigny. Chaque fois qu'il pleuvait fort, les canalisations débordaient. Je travaillais comme comptable pour une usine, 8 heures par jour, et le soir, je tenais les livres de comptes de petites entreprises pour gagner un peu d'argent supplémentaire. Notre dîner consistait souvent en une soupe à l'oignon, un plat de coquillettes au beurre et un quignon de pain rassis. Les froides nuits d'hiver, le vent s'infiltrait par les fentes des fenêtres en aluminium. Béranger me serrait dans ses bras en partageant une fine couverture effilochée. « Apolline, je te promets qu'un jour je gagnerai beaucoup d'argent. Je t'achèterai une belle meulière et tu vivras comme une reine. Tiens bon encore un peu avec moi. Je ne trahirai jamais ton grand cœur. » Les promesses d'un homme dans la misère semblaient si sincères, si touchantes. Je l'avais cru aveuglément. J'avais vendu tous les bijoux que mes parents m'avaient offerts pour le mariage, lui donnant tout, pour qu'il ouvre sa petite entreprise de bâtiment. Lorsque son entreprise s'est retrouvée sans capital, c'est moi qui ai hypothéqué les terres de mes parents dans le Morvan pour contracter un prêt à la banque et payer ses ouvriers. Pendant les mois où ils partaient loin pour travailler sur les chantiers, je restais à la maison enceinte de Cyrian, jonglant avec les comptes. Je n'osais pas m'acheter une robe neuve. Je collais les semelles de mes vieilles chaussures pour continuer à les porter, espérant économiser chaque centime pour financer la carrière naissante de mon mari. Et puis, il a semblé que le ciel récompensait nos efforts. 4 ans après notre mariage, l'entreprise de Berenguer a remporté plusieurs gros contrats. L'argent
a commencé à couler à flot. Nous avons acheté une vaste et luxueuse maison où Vésinet des voitures de prix, et Sirian a grandi entouré d'abondance matérielle. Mais le prix de la richesse fut trop élevé. Quand on sort de la boue, on oublie souvent qui vous a tendu la main pour vous en sortir. Béranger a commencé à changer. Au début, il rentrait simplement tard, sous prétexte de divertir des clients sentant l'alcool cher et envoyant des messages disant qu'il ne rentrerait pas dîner. Petit à petit, il a commencé à passer des nuits dehors ouvertement. Le changement de Berenguer a également amené avec lui une autre tempête, nommée ma belle-mère. Dès que nous avons acheté la nouvelle maison, Madame Clotilde a quitté sa province pour s'installer en région parisienne sous prétexte de s'occuper de son petit-fils. Mais sa présence n'a pas apporté de rire, seulement des règles étouffantes et un mépris non dissimulé. Elle me regardait de haut moi une femme dont la beauté s'était fanée par des années de frugalité et de travail acharné. Regarde-toi si tu sors dans la rue avec Bérenger. Les gens penseront que tu es sa sœur aînée. Le mari est le grand patron et la femme s'habille comme une paysanne négligée. Si tu ne sais pas te faire belle quand il ira chercher, quelqu'un qui est à sa hauteur ne vient pas pleurer dans cette maison. Les hommes riches ont besoin d'une fleur à admirer, pas d'une bonne ridée. Madame, je m'habille simplement parce que je veux économiser pour la famille. L'argent que Béranger gagne nous appartient à tous les deux. Je ne veux pas le gaspiller en futilité. Et puis il m'aime pour ce que je suis pas pour mon apparence. Ne me raconte pas des salades sur vos partages de peine et de joie. L'argent, mon fils, le gagne à la sueur de son front. Toi, tu ne fais que t'asseoir et profiter dans cette maison. C'est lui qui prend les décisions. Tu n'es pas capable de lui donner un deuxième enfant pour égayer la maison. Et en plus, tu oses me répondre. Je t'assure que si tu ne sais pas retenir ton mari, il y a dehors des dizaines de jeunes filles, belles et capables prêtes à prendre ta place. Les paroles mordantes de ma belle-mère étaient comme des coups de marteau quotidiens sur mon estime de moi. Et puis ce qu'elle avait prédit s'est réalisé. Olympe est apparue. Ce n'était pas une associée d'affaires normale comme Béranger l'avait présentée. Elle était jeune, séduisante, rusée et savait comment flatter l'ego arrogant d'un nouveau riche. Béranger a commencé à critiquer les dîners que je préparais, la façon dont j'éduquais Sirian et finalement à me critiquer ouvertement. Cette immense maison du Vésinet était glamour de l'extérieur, mais à l'intérieur, ses murs pourrissaient de jour en jour. J'ai essayé de m'accrocher à lui, j'ai essayé de changer mon apparence, j'ai essayé de supporter ma belle-mère uniquement pour maintenir une famille unie pour Sirian. L'enfant aimait beaucoup son père. Chaque fois que Berenguer rentrait à la maison même ivre, Sirian se cramponnait à ses jambes et lui racontait des histoires de l'école. J'ai pensé que l'amour filial serait le dernier fil qui retiendrait le peu de conscience qu'il restait à Béranger. Mais je me suis trompée. Je me suis complètement trompée. Lorsqu'une personne est aveuglée par l'argent et la luxure, elle n'est pas seulement prête à abandonner sa femme de toujours, mais aussi à agir cruellement contre sa propre chair et son propre sang, pour dégager la voie vers une nouvelle vie sans attache. Cette pourriture a atteint son paroxysme lors de ce jour fatidique, le jour où mon fils a été poussé dans l'abîme entre la vie et la mort. Les paroles du docteur Vasseur furent comme une clé maîtresse qui déverrouilla le rideau de brouillard recouvrant l'accident de Sirian. Je m'appuyai contre le cadre de la fenêtre de l'hôpital et fermai les yeux. Les souvenirs de ce sombre mardi après-midi me revinrent en foule nette et glaçant dans leurs moindres détails. Ce jour-là avait commencé par une fausse matinée paisible. Sirian portait son t-shirt jaune préféré avec le dessin d'un super-héros et son petit sac à dos. Il s'était mis sur la pointe des pieds pour m'embrasser sur la joue avant de monter dans la voiture pour que Béranger l'emmène à l'école. Aujourd'hui, nous devons couler le béton au 3e étage du chantier. Je vais devoir superviser toute la journée. Débrouille-toi pour aller chercher le petit cet après-midi, je n'arriverai pas à temps. D'accord. Aujourd'hui, mon entreprise a aussi un audit interne, mais je demanderai à mon patron de sortir plus tôt à 16h30 pour aller chercher Sirian. Fais attention au travail et n'oublie pas de manger correctement. Béranger se contenta de grogner et accéléra. Je n'avais aucune idée que c'était là la première mise en scène méticuleuse d'une série d'actes atroces. Vers 15h, alors que j'étais plongée dans une montagne de factures au bureau, mon téléphone sonna. C'était Olympe.
À ce moment-là, dans ma liste de contacts, elle n'était encore que la simple assistante en transactions immobilières. Bonjour Apolline, c'est Olympe. Béranger vient de m'appeler. Il dit qu'il est très occupé sur le chantier et m'a dit que tu avais aussi un Audi. Comme c'est sur ma route pour aller voir un client près de l'école de Sirian, je vais le chercher et je le ramène à la maison. Je lui achèterai un jus de fruits et une pâtisserie. Tu peux continuer à travailler tranquille. À ce moment-là, j'étais vraiment absorbée par mon travail et mon patron était à côté de moi demandant des données urgentes. En entendant le ton serviable et enthousiaste d'Olympe, je ne me méfiais pas du tout. J'acceptais. Ce fut la décision la plus fausse et la plus douloureuse de toute ma vie. Une décision que je regretterai jusqu'à mon dernier souffle. Vers 10h15, mon téléphone vibra à nouveau. Cette fois, ce n'était pas une voix serviable, mais les cris de panique d'Olympe. « Apolline vient à l'hôpital tout de suite, Sirian. Sirian est tombé du balcon du 2e étage dans la cour. J'ai appelé le SAMU et ils l'ont amené. Il saigne beaucoup. » Mon cœur s'arrêta. Le téléphone s'écrasa sur le sol. Je ne me souviens pas comment j'ai quitté le bureau, ni comment j'ai hurlé le nom de mon fils dans le taxi. Quand j'ai fait irruption aux urgences, la scène était chaotique et sanglante. Le t-shirt jaune de super-héros était en lambeaux et teint de rouge sombre. Mon garçon gisait là, fragile et minuscule, la tête bandée dans un coin du couloir. Olympe se cachait le visage en sanglotant. Elle ressemblait à une femme extrêmement effrayée et repentante. « Je suis tellement désolée, Apolline. Je suis allée le chercher et je l'ai laissé dans le salon devant la télé. Puis je suis descendue à la cuisine pour lui éplucher des fruits. Je ne sais pas pourquoi il est monté au 2e étage et a grimpé sur la rambarde. J'ai juste entendu un bruit sourd, et quand je suis sortie, il était déjà dans la cour. Je suis désolée, je te jure que ce n'était pas exprès. » Béranger apparut juste après. Il ne portait pas de vêtements de travail et n'était pas couvert de poussière, comme quelqu'un qui vient d'arriver d'un chantier. Il portait une chemise impeccable, les cheveux gominés, et sentait encore l'eau de Cologne de luxe. À ce moment-là, j'étais tellement désespérée pour mon fils que je n'ai pas prêté attention à ces petits détails. Béranger courut pour m'attraper et me cria « Quel genre de mère es-tu ? Tu devais juste aller chercher ton fils, et par paresse tu laisses une étrangère le faire. Si tu étais sorti plus tôt, ça ne serait pas arrivé. Regarde-le, s'il arrive quelque chose à mon fils, je ne te le pardonnerai jamais. » Je m'effondrai par terre, en pleurant à chaudes larmes, assumant toute la culpabilité. J'étais convaincue qu'à cause de mon obsession pour le travail, mon fils avait eu un accident. Mais quelques jours plus tard, lorsque l'état de Sirian s'est suffisamment stabilisé pour être transféré en soins intensifs, je suis rentrée à la maison pour récupérer des vêtements pour lui. Je suis entrée dans cette maison vide et glaciale, et je suis montée directement au balcon du 2e étage, le lieu supposé de l'accident. Debout devant la rambarde, en fer forgé, une vague de soupçons a commencé à germer dans mon esprit. La rambarde du balcon de notre maison était très haute, à plus d'1,30 m. Sirian n'avait que 6 ans et mesurait moins d'1,20 m. Comment un enfant pouvait-il s'accrocher à ce métal pour se propulser au-dessus d'une rambarde plus haute que lui? De plus, Sirian avait une peur bleue du vide. Rien qu'en se penchant dans les escaliers, il criait pour qu'on le prenne dans les bras. Pourquoi un enfant aussi peureux courait-il soudainement vers un balcon isolé, grimperait tout en haut et tomberait? Je me penchai pour regarder autour du balcon. Les chaussons de Sirian étaient rangés parfaitement contre le mur, sans aucun signe de lutte ou de glissade précipitée. Je descendis dans le salon et regardai la petite table basse en verre. Il y avait une brique de jus de pomme avec une paille à l'intérieur. L'enfant l'avait bu à moitié. À côté, il y avait une assiette de fruits intacts. Je me souvins des paroles que le docteur Vasseur venait de prononcer sédatifs à haute dose. Soudain, tout s'emboîta d'une manière effroyable et terriblement logique. Olympe était allé chercher Sirian et lui avait donné le jus mélangé à des tranquillisants des benzodiazépines. Quand le médicament a fait effet, le système nerveux de Sirian s'est paralysé. L'enfant s'est assoupi, a perdu le contrôle de ses mouvements et sa capacité de résistance. Dans cet état,
Elle n'a eu qu'à prendre dans ses bras un enfant flasque, le poser sur la rambarde et le lâcher. La chute, libre depuis le 2e étage, serait camouflée en un tragique accident dû à l'hyperactivité d'un enfant. Béranger n'avait jamais été sur le chantier. Il était avec Olympe, ou du moins connaissait parfaitement le plan à l'avance. C'est pourquoi il est arrivé à l'hôpital si bien habillé et a immédiatement rejeté toute la faute sur moi pour détourner l'attention. Ils avaient orchestré une tentative de meurtre parfaite pour se débarrasser de l'enfant, ouvrir la voie au divorce, s'emparer de mes biens, toucher l'assurance vie et être officiellement ensemble. Ce n'étaient pas des humains, c'étaient des démons déguisés. Je serrais les poings, enfonçant mes ongles dans mes paumes jusqu'au sang. Dans ce jeu, c'était maintenant à moi de prendre le contrôle. Au milieu de la maison vide, je frissonnais en assemblant toutes les pièces du puzzle. L'image d'Olympe devenait plus nette que jamais dans mon esprit. Son apparition dans la vie de Béranger et dans cette famille n'avait jamais été un hasard. C'était un piège minutieusement tendu, visant directement l'avidité et l'ego d'un nouveau riche aux bases fragiles. Au début, Olympe s'était approchée de Béranger sous le prétexte d'être une agente immobilière qui l'aiderait à chercher un terrain pour construire un nouvel entrepôt. Mais elle ne vendait pas que des terrains. Elle vendait cette fausse empathie que des hommes comme Béranger désirent toujours. Il était un macho qui voulait toujours être le centre de l'univers. À la maison, je lui conseillais toujours d'être prudent avec les dépenses et de gérer rigoureusement les finances de l'entreprise, puisque j'étais comptable. Je voyais les trous financiers qu'il tentait de boucher avec des prêts risqués. Mes conseils sincères pour Béranger n'étaient que les jérémiades d'une femme qui freinait la progression d'un grand patron. Et Olympe l'avait parfaitement compris. Elle ne lui conseillait jamais d'économiser. Elle le flattait, lui dressant des scénarios d'investissement en Sologne qui rapporteraient des millions. Elle en faisait un roi lors de soirées luxueuses, versant des mots doux dans ses oreilles pour gonfler sa suffisance jusqu'au délire. Regarde les autres. Une femme moderne doit savoir soutenir la carrière de son mari en coulisses, sortir et réseauter pour le mettre en valeur. Olympe vient de me présenter des investissements fonciers. En les faisant tourner quelques mois, on doublera la mise. Et toi, tu fouines toujours dans les petites factures d'eau et d'électricité. Ta vision ne dépassera jamais les murs de la cuisine. C'étaient les mots que Béranger m'avait crachés au visage lors d'un dîner 4 mois plus tôt, quand j'avais découvert qu'il avait arbitrairement retiré 120 000 € de notre compte joint pour les donner à Olympe comme investissement. J'avais essayé de le dissuader. J'avais pleuré en lui demandant de récupérer cet argent, car c'étaient les économies que nous prévoyions d'utiliser pour amortir le crédit immobilier de notre maison. Mais Béranger ne m'avait pas écouté. Il était complètement manipulé par elle, convaincu qu'elle était son porte-bonheur. Olympe était très astucieuse. Elle ne s'était pas lancée pour usurper le rôle d'épouse. Elle a immédiatement joué le rôle de la petite sœur adoptive de l'assistante efficace, m'appelant toujours avec douceur chaque fois qu'elle venait chez nous. Elle achetait des cadeaux pour Cyriane et des vitamines chères pour ma belle-mère. Avec cette malice sournoise, elle a complètement acheté Madame Clotilde. Les Sainte-Nitouche sont les pires. Les terrains en Sologne dans lesquels Béranger avait investi étaient un projet fantôme, une arnaque sophistiquée qu'Olympe avait tramée avec des complices extérieurs pour lui soutirer son argent. Lorsque les 120 000 € se sont évaporés, l'entreprise de Béranger s'est retrouvée au bord de la faillite, harcelée par les créanciers avec la banque sur les talons. Au lieu de me l'avouer, il est retourné chercher l'aide d'Olympe. Et c'est là qu'elle a ourdi le plan pour s'emparer de tout le patrimoine de mon fils et du mien. La maison du Vésinet, dans laquelle nous vivions, était en propriété partagée. Je figurais également sur l'acte notarié. S'il voulait la vendre pour payer ses dettes ou fuir avec l'argent, Béranger avait besoin de ma signature. Mais je n'accepterai jamais de vendre le seul foyer de mon fils pour payer les dettes de ses frasques et de ses vices. Béranger, Apolline, est très têtue. Elle ne signera jamais la vente de la maison. La loi stipule que si vous divorcez maintenant, le juge aux affaires familiales lui attribuera la jouissance de la maison puisqu'elle aura la garde de l'enfant. Nous ne pourrons jamais vendre. Mais si Dieu nous en préserve, l'enfant ne survit pas. Elle perdra le droit de rester dans le logement. Tu pourras l'obliger à vendre, partager les biens. Et nous aurions largement assez d'argent pour aller vivre dans un autre pays.
Nous ne pouvons pas sombrer ici. Je n'avais pas entendu ces chuchotements diaboliques de mes propres oreilles. Mais maintenant, en reliant tous les détails, je pouvais affirmer avec certitude que c'était leur plan. Cette meulière valait plus d'1 million d'euros. Ils savaient parfaitement que la seule façon de me chasser de mon propre foyer et de liquider ce patrimoine était d'éliminer la personne qui m'accordait le droit légal d'y habiter mon propre fils. Si l'enfant mourait, ils pourraient utiliser l'excuse de l'accident pour forcer la vente immédiate de la maison et empocher en plus une assurance vie. De plus, en m'accusant de ne pas savoir prendre soin de mon fils, Béranger l'utiliserait comme une arme morale, m'obligeant à signer le divorce et à lui céder la maison sous la pression de ma belle-mère. Un plan cruel, parfait, jusqu'à la moindre fissure. Mon cœur se déchirait comme si quelqu'un le hachait avec un couteau. Olympe avait utilisé la malveillance d'une chercheuse d'or professionnelle pour semer le mal dans la tête de Béranger. Et lui, un père, un mari par lâcheté, par avidité et par luxure, s'était allié à sa maîtresse pour tuer son propre sang. Cette cruauté n'était pas un coup de sang, elle avait été planifiée minutieusement. Ils avaient choisi le jour où j'étais la plus occupée, le moment où il n'y avait personne à la maison, et avaient utilisé leur propre sédatif pour priver de défense un enfant. Je restais debout sur le balcon, le vent glacé me fouettant le visage. Les larmes qui roulaient sur mes joues n'avaient plus le goût salé de la faiblesse ou de l'apitoiement sur moi-même. Elles s'étaient épaissies du goût de la haine. Ils croyaient que je n'étais qu'une femme stupide qui ne savait que pleurer et se résigner. Ils croyaient que le piège avait fonctionné à la perfection et qu'ils pouvaient tranquillement monter dans leur avion à Roissy, s'envoler pour Bora Bora et profiter sur le sang de mon fils et le mien. Mais ils se trompaient. Quelle que soit la malice qu'ils croyaient posséder, la justice divine existe. Le ciel avait laissé à mon fils un dernier souffle et il m'avait laissé les preuves fournies par un médecin dévoué. Il m'avait poussé jusqu'au fond de l'enfer, mais j'utiliserai le feu de ce même enfer pour réduire en cendres tout leur sale avenir. L'apparition d'Olympe était un cauchemar, mais ce cauchemar m'apprendrait à devenir une mère prête à tout pour rendre justice à son fils. De retour en réanimation, le couloir de l'hôpital à minuit était d'un silence inquiétant. Je m'assis serrant mes genoux sur une chaise en plastique, dure le regard perdu sur la porte vitrée fermée de la chambre. Le son du respirateur et du moniteur cardiaque de l'intérieur émettait des bips secs et monotones de façon intermittente. Chaque bip qui résonnait était une pression supplémentaire sur mon cœur. À cette heure-là, Béranger et Olympe devaient sûrement être assis en classe affaires de leur vol de nuit levant des coupes de champagne pour célébrer leur plan parfait. Ils devaient rêver des plages de sable blanc et du luxe de la Polynésie. Pendant ce temps, j'étais ici à compter chaque souffle agonisant de mon fils de 6 ans. Je sortis mon téléphone d'une main tremblante et j'appelai un avocat pénaliste qu'on m'avait recommandé. J'avais besoin qu'il entame urgemment une procédure judiciaire à la première heure pour geler les avoirs de Béranger et enquêter sur ce qui s'était réellement passé chez moi. L'avocat me demanda une provision sur honoraire de 1 500 € pour commencer à agir immédiatement. Une somme que je croyais avoir largement. J'ouvris l'application bancaire pour lui faire le virement. Sur mon compte personnel, il ne restait qu'un peu plus de 200 €. Je passai rapidement au compte d'épargne commun au nom de Béranger et moi, où je gardais les 20 000 € que j'avais eu tant de mal à économiser. L'écran se chargea pendant quelques secondes, puis afficha un chiffre qui me laissa paralysée. Solde disponible 0 €. L'historique des transactions montrait clairement que la totalité des 20 000 € avait été transférée par Béranger vers un compte inconnu au nom de Mélisande, le véritable nom d'Olympe. À 17 h ce jour-là, juste avant de venir à l'hôpital pour me jeter le divorce au visage, ils n'avaient pas seulement conspiré pour tuer mon fils et me voler la maison. Ils avaient aussi vidé jusqu'au dernier centime de la famille pour financer leur sale voyage. La fureur s'empara de moi. Je me mordis les lèvres jusqu'au sang. Ils avaient acculé ma famille dans une impasse, voulant couper tout espoir de traitement pour Syrian. À 1 h du matin, à qui pouvais-je emprunter? Mes parents dans le Morvan étaient âgés et fragiles. Ils avaient économisé avec beaucoup d'efforts un peu d'argent pour leur vieillesse. Je ne pouvais pas les appeler avec de mauvaises nouvelles au milieu de la nuit, ils pourraient faire un infarctus. En dernier recours, j'appelais Madame Clotilde. Aussi cruelle qu'elle soit, Cyrian restait le premier petit-fils de la famille. Je pensais que face à la vie ou à la mort de son propre sang, elle s'adoucirait. « Allô,
Pourquoi m'appelles-tu à cette heure de la nuit? Tu ne peux pas laisser les personnes âgées dormir. Madame, je vous en prie. J'ai un besoin urgent de 10 000 € pour payer un avocat et des spécialistes privés pour évaluer le cas de Cyrian. Je soupçonne que sa chute n'était pas un accident. Béranger a vidé notre compte commun. Prêtez-moi cet argent et demain matin j'emprunterai à des amis pour vous le rendre. Je vous en supplie. Te prêter. Tu es sa mère et tu travailles depuis des années. Où as-tu caché l'argent pour venir pleurer et m'en demander maintenant? Béranger a investi tout son argent dans l'entreprise et je n'ai pas d'économie pour ma vieillesse à te donner. Je te l'ai déjà dit, cette grossesse n'a jamais porté chance. Il est tombé comme ça, et même s'il est sauvé, il sera inutile. Il sera un fardeau pour cette maison. Pourquoi insistes-tu? Dis au médecin de le débrancher. Comme ça on sera débarrassé de ce poids. Un nœud se forma dans ma gorge, et je ne pus articuler un mot. Le débrancher. C'étaient là les paroles d'une grand-mère. Elle préférait laisser mourir son petit-fils pour s'épargner des dépenses plutôt que de sortir de l'argent pour lui sauver la vie. Toute la famille de mon mari était constituée de monstres au sang-froid. « Allez, arrête de faire du cinéma, reprit-elle. Béranger a déjà décidé de te quitter. Même si tu te mets à genoux, je ne te donnerai pas un centime. Débrouille-toi avec les conséquences de ta propre inutilité. » La tonalité de coupure sonna froidement dans mon oreille. Je baissai lentement le téléphone. Mon cœur ne saignait plus, il s'était complètement congelé. Un silence terrifiant envahit mon esprit. Je ne pleurerai plus. Les larmes ne pouvaient pas sauver mon fils. La faiblesse ne pourrait pas le venger. Ils voulaient que je tombe vaincu sous leur mépris, mais ils sous-estimaient l'instinct d'une mère. Quand une mère est poussée à bout, elle peut devenir plus impitoyable et calculatrice que n'importe quel ennemi. Je rouvris mon téléphone et allai sur les réseaux sociaux. Olympe venait de publier une nouvelle photo. 2 coupes de champagne sur la tablette, en verre de la classe affaires, avec un doux message. Un nouveau départ au paradis, laissant derrière nous l'ancienne vie pourrie. Je fixais cette photo, gravant chaque mot, chaque image dans mon esprit. Profitez, buvez tout ce que vous voulez. Votre paradis ne durera que 3 jours. Cette nuit blanche, je suis restée assise devant la porte des soins intensifs, sans scier une seule seconde. J'étais comme un animal blessé léchant ses plaies, aiguisant ses griffes en silence, attendant que le jour se lève pour commencer une vengeance implacable. À 9 heures du matin, je sortis de l'hôpital et allai directement dans une boutique de rachat d'or vers Barbès, qui venait d'ouvrir ses portes. Je retirai le collier en or que ma mère m'avait offert le jour de mon mariage, puis l'alliance de mon doigt. Cet anneau avec lequel Berenguer s'était agenouillé devant moi il y a 8 ans n'était plus pour moi qu'un morceau de métal inutile. L'employé me regarda avec pitié en voyant une femme décharnée aux yeux gonflés mettre ses bijoux en gage à la première heure du matin. Il me donna 1 500 €. Je serrai les billets dans ma main et fis le virement à l'avocat. Le matin du 2e jour, depuis que Cyrian était entré dans le coma, le couloir de l'hôpital commença à se remplir du bruit des pas et des conversations, des familles, des patients. J'étais toujours abattue devant la porte vitrée, comme une branche sèche, attendant la moindre rafale de vent pour se briser. Je n'avais pas fermé l'œil de la nuit. Je ne m'étais pas encore remise quand, depuis les ascenseurs, un groupe familial s'approcha. En tête marchait Madame Clotilde. Elle était suivie des 2 tantes paternelles, celle-là même qui, lors des baptêmes et des communions, me louait toujours comme étant une épouse modèle. Mais aujourd'hui, leurs expressions étaient tout autres. Madame Clotilde s'approcha, sans même jeter un regard à la chambre du malade, croisa les bras et me toisa de la tête aux pieds. Ses yeux perçants débordaient de mépris. « À quoi ça sert que tu restes assise là comme un meuble? L'enfant va se réveiller. Tu portes la poisse. Depuis que tu es entrée dans cette maison, tu n'as apporté que des malheurs. Tu n'es même pas capable d'aller chercher ton fils. Tu le laisses tomber et se casser la tête. Et maintenant, tu t'assois ici pour pleurer. À qui espères-tu faire pitié? » Une tante à ses côtés entra dans son jeu, traînant chaque syllabe à voix haute pour que tous autour l'entendent. Les femmes qui s'obsèdent pour leur travail et négligent leurs enfants ne méritent pas d'être mères. Regarde Béranger, travaillant jour et nuit sur les chantiers pour vous entretenir.
Toi, tu restes à la maison à profiter de la vie et tu ne peux même pas surveiller un enfant. Maintenant, il est à l'état végétatif. Et même, avec tout l'argent du monde, il ne guérira pas. Et en plus, j'ai entendu dire que tu refuses de signer le divorce. Tu comptes attacher Bérenger pour qu'il traîne ce boulet toute sa vie. Leurs mots furent comme des flèches empoisonnées directes dans mon cœur. Je levai les yeux vers ces visages qui prétendaient être la famille de sang de mon fils. Son petit-fils luttait entre la vie et la mort. Et pourtant, la seule chose qui leur importait n'était pas la sécurité de l'enfant, mais comment me jeter à la rue et comment protéger l'argent et l'avenir de leur précieux fils. Madame Clotilde Syriane est mon fils, mais il porte aussi votre sang. Vous pouvez ne pas l'aimer. Mais comment pouvez-vous dire des mots aussi cruels alors que l'enfant se meurt là, dedans? Essayez-vous de m'obliger à signer pour que Bérenger puisse vendre la maison légalement, dépenser l'argent avec sa maîtresse. Madame Clotilde ouvrit de grands yeux, me pointa du doigt au visage, et sa voix perçante résonna dans tout le couloir. Ne crache pas ton venin si Bérenger a quelqu'un d'autre. C'est parce que tu n'as pas su le retenir, parce que tu as pondu un enfant maladif et maintenant inutile. Olympe est enceinte d'un garçon en bonne santé, qui portera chance à la carrière de mon fils. Toi et l'enfant qui gît là, dedans vous n'êtes qu'un fardeau. Si tu as un peu de bon sens, prends tes valises et va-t'en. Ne nous oblige pas à faire intervenir les avocats. Cette maison appartient à mon fils. Tu n'aurais pas un centime. Je me levai brusquement. Mes jambes tremblaient d'épuisement, mais je gardais le dos droit. Je ne pleurais plus. La moitié de cette maison a été payée par mes parents et contient 6 années de mes efforts acharnés pour rembourser le crédit. Vous dites qu'Olympe attend un garçon qui portera chance. Attendez et vous verrez si cette chance élève Bérenger au ciel ou pousse toute votre famille au fond de l'abîme. Dites à Bérenger que je ne signerai aucun papier tant que la lumière ne sera pas faite sur ce qui est arrivé à Syrian. Oh, regarde quelle insolente, quelle femme! Nous verrons bien combien de temps durera ton arrogance. Garde ton invalide et va vivre sous les ponts. Le groupe tourna les talons indigné, sans cesser de maudire. Le couloir de l'hôpital murmurait. Des regards de pitié et de curiosité se posaient sur moi, mais cela m'importait peu. Je me retournai pour regarder à travers la vitre transparente, où Syrian était toujours plongé dans un profond sommeil. Mon fils, je n'abandonnerai pas. Ces commérages ne feront qu'attiser ma force. Je resterai ici, à attendre le 3e jour, à attendre que ces rapports médicaux deviennent la sentence qui achèvera ces démons. 3 jours s'écoulèrent lents et douloureux comme un siècle entier. Pendant ces 3 jours, j'ai survécu avec des briques de lait et des morceaux de pain sec que les infirmières m'offraient par pitié. Pendant ces 3 jours, Bérenger ne m'a pas appelé une seule fois, ni envoyé un seul message, pour savoir si son fils était mort ou vivant. Grâce à des amis communs, j'ai su que lui et Olympe séjournaient dans un complexe 5 étoiles, à Bora Bora, dilapidant l'argent. Le matin du 3e jour, alors que j'avais réussi à fermer les yeux un instant sur le banc, une infirmière courut vers moi et me secoua par les épaules. Le docteur Vasseur me demandait de venir dans la salle de réunion du service. Pas dans son bureau privé, mais dans la salle de réunion. L'instinct maternel me dit que le moment décisif était arrivé. Je lissai rapidement mes cheveux, me lavai le visage à l'eau froide dans les toilettes publiques et me dirigeai vers la salle. Mon cœur battait la chamade entre la peur et l'attente. En entrant, je vis qu'il n'y avait pas seulement le docteur Vasseur, mais aussi le directeur de l'hôpital et 2 officiers de la police judiciaire en civil. L'atmosphère était solennelle et lourde de tension. Sur la table, il y avait 2 gros dossiers scellés. Madame Apolline, nous avons les résultats médico-légaux officiels. Préparez-vous, car ce que nous allons annoncer ne concerne pas seulement l'état du petit Syrian, mais aussi une vérité médicale sur votre mari. Docteur officier, vous pouvez parler. Cela fait 3 jours que je me prépare au pire. Mon fils va-t-il être sauvé? Le docteur Vasseur soupira de soulagement et esquissa un sourire réconfortant. C'est la première bonne nouvelle. Syrian a passé la phase critique. Le sédatif dans son sang s'élimine bien. Bien que son cerveau ait subi des dommages dus à l'impact, heureusement, le système nerveux central récupère.
Il pourrait se réveiller dans les prochaines 24 à 48 heures. J'éclatais en sanglots. Pour la première fois après tant de jours sombres, je pleurais de soulagement et de bonheur. Mon fils vivait, mon Cyrian avait survécu. Mais la joie naissante fut freinée par l'expression sévère des 2 officiers de police. « Madame, la bonne nouvelle est que l'enfant a survécu. » Mais la mauvaise nouvelle pour ceux qui lui ont fait du mal, c'est que les résultats confirment que le niveau de benzodiazépine dans le sang du mineur dépassait de 10 fois la dose autorisée pour un adulte. Cette drogue s'est dissoute dans les liquides stomacaux, plus précisément dans un jus de fruits. Cela coïncide pleinement avec vos soupçons. La police judiciaire a ouvert une enquête criminelle pour tentative d'assassinat. Je déglutis, essayant de maintenir ma voix ferme. Officier, la personne qui est allée chercher mon fils ce jour-là est Olympe, la maîtresse de mon mari. Ils sont actuellement en voyage, en Polynésie. Ils ont fait cela pour m'obliger à divorcer et garder la maison, car elle prétend être enceinte d'un garçon de mon mari. À ce moment-là, l'un des officiers de la PJ s'éclaircit doucement la gorge. Il sortit un 2e dossier policier de sa mallette. Madame, c'est le 2e point de bascule. Pour établir le mobile de la tentative de meurtre et de l'escroquerie, un juge d'instruction nous a autorisé à perquisitionner tous les comptes et dossiers personnels de votre mari. Lors de la perquisition de ses bureaux, nous avons trouvé un dossier médical caché dans son coffre-fort émis par une clinique privée de fertilité à Neuilly-sur-Seine il y a 8 mois. Je fronçais les sourcils complètement confuses. Une clinique de fertilité il y a 8 mois. Béranger m'avait dit qu'il était en voyage d'affaires à Lyon cette semaine-là. L'officier ouvrit directement le dossier et désigna la conclusion à la dernière page. Regardez vous-même. Le diagnostic d'il y a 8 mois conclut que votre mari souffre d'azoospermie idiopathique. C'est A. Dire qu'il n'a absolument aucun spermatozoïde dans son sperme en raison de complications liées à une atrophie testiculaire. C'est une stérilité absolue. Il ne peut pas avoir d'enfant naturellement. Je restais glacée, comme frappée par la foudre. Stérilité absolue. Si Bérenger était stérile depuis 8 mois, alors le fœtus dans le ventre d'Olympe. De qui était-il? Vous comprenez ce que cela signifie, n'est-ce pas? Reprit le policier. Votre mari a été victime d'une vaste tromperie. Sa maîtresse n'est pas enceinte de lui. Elle a simulé la grossesse pour l'extorquer, l'obliger à divorcer, s'emparer de ses biens et de manière encore plus cruelle l'a incité à tuer son unique enfant biologique. La pièce fut plongée dans un silence de plomb. Je restai assise sur la chaise pétrifiée jusqu'à ce qu'un rire étouffé jaillisse de ma gorge. Un rire amer, plein de ressentiment, mais d'une satisfaction absolue. Les karmas. Le karma avait frappé de manière rapide et brutale, mais tout à fait juste. Béranger nous avait renié Cyrian et moi, brisant les vœux du mariage pour courir après une jeune maîtresse, pensant avoir un héritier et une immense fortune. Et pourtant il n'était qu'un pantin stupide, manipulé par une croqueuse de diamants qui lui avait fait porter des cornes si grandes qu'il ne pourrait même plus relever la tête. Avec le rapport médical à la main, je sortis dans le couloir et cherchai le coin le plus isolé près des escaliers. Le vent qui entrait par la fenêtre apportait le froid de l'hiver parisien imminent, mais mon intérieur brûlait d'un feu implacable. Je regardais l'écran de mon téléphone. Je gardais encore la photo qu'Olympe avait publiée quelques heures plus tôt. Je déverrouillai l'écran et appelai Bérenger sur WhatsApp. Une longue tonalité retentit. Au 5e coup, l'appel fut connecté. De l'autre côté, le bruit des vagues et des rires féminins parvint à mes oreilles avec une netteté totale. « Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu m'appelles si tu as déjà signé les papiers du divorce ? Dépose-les chez l'avocat et arrête de gâcher mes vacances. Ou bien, le gamin est mort et tu veux que je revienne pour l'enterrement. Je te préviens, je n'ai pas le temps. Appelle ma mère et arrangez-vous entre vous. » Les mots qui sortaient de la bouche de ce père étaient si froids et impitoyables que si j'avais été la même qu'il y a 3 jours, je me serais effondrée. Mais là, je n'esquissais qu'un sourire de mépris. « Béranger, tu seras déçu d'apprendre que Cyrian n'est pas mort. Le médecin vient de m'informer qu'il a passé la phase critique. Les sédatifs que ta maîtresse a mélangés dans son jus n'ont pas suffi à lui ôter la vie. »« Quoi, quelle connerie es-tu en train de dire ? Quel sédatif, tu es folle. Tu as fait tomber l'enfant. Et maintenant tu accuses les autres.
Je te préviens, je porterai plainte pour diffamation. Qui c'est, chérie Apolline? La voix aiguë et minaudante d'Olympe s'immisça sur la ligne. Oh, s'il te plaît, pourquoi tu écoutes cette folle raccroche? Viens nager avec moi, l'eau est délicieuse. Je pouvais percevoir la panique dans la voix de Béranger, mais il essayait de faire le dur. Je respirais profondément et durcis mon ton. Laisse-la nager, car bientôt elle nagera dans une cellule de prison. L'Institut médico-légal a déjà les résultats. La police judiciaire a ouvert le dossier pour tentative d'assassinat. Mais bon, laissons ça à la justice. La raison principale de mon appel aujourd'hui est de t'offrir un cadeau exclusif pour célébrer ton voyage. À quoi tu joues? N'essaie pas de m'effrayer. Ouvre la conversation WhatsApp. Je viens de t'envoyer des photos, regarde-les bien. Particulièrement la conclusion imprimée en rouge à la dernière page. Je restais silencieuse, attendant. Une dizaine de secondes plus tard, j'entendis Berenger allaiter et un bruit sourd comme si quelqu'un avait fait tomber quelque chose sur le sable. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? D'où tu sors ce faux document? Quand est-ce que j'ai fait des examens en urologie? Qu'est-ce que c'est que cette stérilité absolue? Menteuse, tu as payé. Quelqu'un pour falsifier un dossier médical et ruiner mon bonheur avec Olympe. C'est ça. Regarde bien le tampon de la clinique de Neuilly. Il y a 8 mois, cette semaine-là où tu m'as dit que tu partais en voyage d'affaires à Lyon. En réalité, tu étais admis dans cette clinique pour t'opérer d'une atrophie testiculaire. Tu me l'as caché. Tu l'as caché à tout le monde pour la fierté ridicule de ton machisme. Si tu n'as pas un seul spermatozoïde, l'enfant que porte ta chère Olympe est l'œuvre du Saint-Esprit. Non, ce n'est pas possible. Olympe, viens ici, tout de suite. De qui est cette grossesse, bordel? Tu m'as trompé. Qu'est-ce qui te prend? Lâche-moi, tu me fais mal. Qu'est-ce que cette folle t'a envoyé? Pour que tu la croies? Sur parole, cet enfant est de toi. C'est le fruit de notre amour. À travers le téléphone, j'entendis clairement la lutte. Béranger rugissait comme une bête blessée, tandis qu'Olympe hurlait et pleurait, en niant tout. L'arrogance et le triomphalisme de Béranger s'étaient effondrés. Il avait toujours été un homme extrêmement fier de sa virilité. Découvrir qu'il était stérile avait dû être un coup mortel. Et maintenant se rendre compte qu'on lui avait mis les cornes et qu'il allait élever l'enfant d'un autre. Ce sentiment d'humiliation devait lui faire plus mal que 1000 coups de poignard. « Tais-toi », c'est écrit noir sur blanc. L'hôpital confirme que je suis absolument stérile. Et tu as encore l'audace de nier. Tu couches avec un autre et tu veux que je paie les pots cassés sales. Pute, tu m'as incité à abandonner ma femme et mon fils, à faire des choses horribles. Pour t'épouser. Et il s'avère que tu n'es qu'une arnaqueuse. Je vais te tuer. Les insultes et les coups résonnèrent. J'entendis des verres en cristal se briser et les cris déchirants d'Olympe demandant de l'aide au personnel de l'hôtel. Debout, au milieu du couloir de l'hôpital parisien, écoutant ce bruit chaotique provenant d'un endroit à des milliers de kilomètres, un sourire de glace se dessina sur mes lèvres. « Profite bien de tes vacances, mon cher ex-mari. Ne tarde pas à revenir. La police, les papiers du divorce et une plainte pour tentative d'assassinat t'attendent à la maison. Ne laisse pas la justice lancer un mandat d'arrêt international. » Je raccrochai de façon tranchante. Mon cœur se sentait maintenant léger. Une étrange sensation de satisfaction parcourait mon corps. Il avait lui-même détruit sa famille et tenté d'assassiner son unique fils pour finalement récolter des cornes gigantesques et se retrouver les mains vides. Mais je savais que je ne pouvais pas me contenter d'une victoire momentanée. J'appelai immédiatement Bérénice. C'était ma meilleure amie depuis l'université. Bérénice n'était pas seulement une amie, mais aussi une détective privée, très expérimentée à Paris, spécialiste des affaires d'infidélité et d'escroquerie. Depuis le moment où j'avais eu le pressentiment que l'accident n'était pas normal, je lui avais demandé de surveiller discrètement tous les mouvements d'Olympe. L'appel fut vite connecté. « Allô, Apolline, comment va Cyrian ?»« Cyrian est hors de danger. Bérénice, qu'as-tu découvert sur Olympe ? Olympe n'est pas n'importe qui. Assieds-toi, Apolline. Cette fille ne vient pas d'une bonne famille et n'est pas agent immobilier. Son vrai nom est Mélisande. Elle fait partie d'un réseau d'escrocs
Et le plus glaçant, la grossesse qu'elle porte est une fraude spectaculaire. Elle a acheté un faux ventre en silicone. J'ai aussi découvert qu'elle ne travaille pas seule. Elle a un vrai petit ami qui s'appelle Gaspard, surnommé le Balafré, un voyou de Seine-Saint-Denis qui s'occupe de recouvrement de dettes et offre de la protection. C'est lui le cerveau de l'opération. J'ai piraté leur message. Ils attendaient que tu vendes la maison et que Béranger touche l'assurance vie de Syrian. Ensuite, ils allaient fuir. Ce voyage à Bora Bora n'était qu'une excuse pour que Mélisande gagne du temps et transfère le reste de l'argent de Béranger sur un compte de Gaspard à l'étranger. Le plan était machiavélique. Mon fils, moi-même et toute la belle famille n'étions que des proies succulentes. En pensant à ma belle-mère qui gâtait toujours Mélisande, en lui achetant du foie gras hors de prix et des vitamines pour ce ventre en silicone rempli d'air, je ressentis à la fois du rire et de la pitié pour son ignorance. Je demandai à Bérénice de m'envoyer toutes les preuves. Je les remis immédiatement à la PJ. Près de 12 heures après mon appel vers la Polynésie, j'étais toujours assise immobile dans le hall principal de l'hôpital. Dehors, la nuit parisienne était tombée. À mes côtés se trouvaient les 2 policiers en civil. Les portes coulissantes du hall s'ouvrirent à la volée, et de l'extérieur, un homme entra en courant frénétiquement. C'était Béranger. Il ne portait plus de costume repassé, mais un t-shirt froissé, les cheveux ébouriffés, et ses yeux injectés de sang montraient la panique. Il courut vers moi. « Apolline, où est l'enfant? Dis-moi la vérité, s'il te plaît. Le dossier médical est faux, n'est-ce pas? Mélisande est partie. Elle a fui avec l'argent dès que nous avons atterri à Papeete pour la correspondance. Il ne reste pas un centime sur ma carte. Aide-moi, Apolline. » Je restai assise, le regardant froidement. La vie n'est pas si facile, Bérenger. Tu te croyais un grand patron, tu te vantais d'être intelligent, et à la fin une escroc t'a laissé en caleçon. Ton dossier de stérilité est dans cet hôpital depuis 8 mois. Tu t'es menti à toi-même, et maintenant que tu n'as plus rien, tu te souviens du fils que tu voulais débrancher. Je me suis trompée, Apolline. Cette garce m'a ensorcelée. Je ne savais rien pour l'accident de Syrian. C'est elle qui a essayé de le tuer. Dis à la police de me laisser tranquille. Tais-toi, tu n'as pas le droit de prononcer le mot « père ». Tu as acheté des médicaments au marché noir sur Internet. Mon ami a piraté l'historique de tes conversations. Vous aviez prévu d'utiliser la mort de ton fils pour toucher l'assurance et vous enfuir. Tu es un monstre. À ce moment-là, ma belle-mère, Madame Clotilde, entra en courant suivie de sa sœur. Elle avait appris que Béranger rentrait d'urgence et avait pris un taxi. En voyant Béranger à genoux à mes pieds, elle leva la main prête à m'insulter. « Espèce d'effrontée, qu'as-tu fait pour que mon fils soit à genoux? Lève-toi, Béranger Olympe, va me donner un petit-fils. Je la jetterai moi-même à la rue. » Je me levai brusquement et jetai le dossier de photos et de messages sur la table en métal devant elle. « Ouvrez les yeux et regardez ce que c'est que ce petit-fils que vous attendiez tant. Votre belle-fille adorée porte un faux ventre en silicone. C'est une escroc professionnelle. Elle a un complice qui est un voyou. Ils se sont alliés à votre précieux fils pour empoisonner Cyriane, me jeter hors de la maison, et ensuite ils ont volé tout l'argent et se sont enfuis. Votre fils est stérile depuis 8 mois. Il n'aura jamais d'enfant. Le karma est tombé sur cette famille. Vous comprenez maintenant ? » Madame Clotilde regarda les photos de Mélisande embrassant Gaspard le Balafré. Elle vit le certificat de stérilité, puis regarda son fils unique, qui pleurait désespérément. Elle recula de plusieurs pas, les jambes tremblantes, et s'effondra sur le carrelage. Sa fierté pour la réussite de son fils, son désir d'un petit-fils pour parader devant les voisins, tout avait volé en éclats. Les 2 policiers en civil s'approchèrent, sortirent leurs cartes professionnelles et lurent les droits avec une voix ferme. « Béranger, vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'assassinat et fraude à l'assurance. Veuillez garder le silence et nous suivre au commissariat. » Les supplications déchirantes de Béranger résonnèrent dans tout le hall de l'hôpital, mais personne n'eut pitié de lui. Ma belle-mère, assise par terre, pleurait amèrement, se reprochant d'avoir été aveugle, d'avoir fait entrer une vipère dans sa maison. Moi, je croisais les bras, observant avec froideur les menottes se refermer sur les poignets de Béranger. La justice avait enfin parlé.
Dans les jours qui suivirent, la presse s'empara de l'affaire. L'entreprise de Béranger fut placée en liquidation judiciaire. Le filet s'était refermé. Mélisande et Gaspard furent arrêtés à la frontière suisse par la police aux frontières, alors qu'ils tentaient de fuir le pays. L'argent fut gelé à temps. Madame Clotilde dut vendre la maison familiale de province pour payer les dettes urgentes que Béranger avait contractées. Elle vit désormais seule, dans une minuscule chambre de bonne louée malade et sans soutien. Mais pour moi, toutes les punitions qu'ils ont reçues ne m'ont pas apporté autant de bonheur que le moment que j'ai vécu le matin du 5e jour en réanimation. Ce jour-là, Cyriane a ouvert les yeux. Il m'a regardé un peu étourdi, et ses lèvres gercées ont articulé faiblement. « Maman, j'ai mal à la tête. Fais-moi un câlin. » Mon cœur a explosé. Je l'ai serré dans mes bras en pleurant de façon incontrôlable. Le docteur Vasseur est entré en courant et m'a informé que Cyriane avait totalement passé le danger. 3 mois après cette tempête, la santé de Cyriane s'était rétablie à 80%. Le procès aux assises contre Béranger et ses complices a été retentissant. Béranger a reçu une peine de 18 ans de réclusion criminelle. Mélisande et Gaspard ont également écopé de lourdes peines. Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Béranger. J'ai obtenu l'autorité parentale exclusive et la maison du Vésinet m'a été attribuée. J'ai mis la maison en vente pour acheter un appartement chaleureux près du parc des Buttes-Chaumont à Paris, où il ne restait aucun souvenir triste. En regardant mon fils grandir, je comprends que le mariage peut être une loterie, mais nous ne pouvons pas nous asseoir et attendre que la chance nous sauve. Ne devenez jamais une ombre dans votre propre maison. Gardez l'esprit froid. Si mon histoire aide à ce que quelqu'un se réveille ou donne un peu de force à une femme dans l'adversité, alors je n'aurais pas parlé en vain. La nuit est tombée sur Paris. La lumière dans le petit appartement est douce. Cyriane a terminé son dessin. Je serre mon fils dans mes bras. Je respire le parfum de la paix. Et je sens que mon cœur est enfin totalement guéri.